Il y a chez Proust deux aspects. Un roman d'apprentissage qui se joue entre le rêve sur les noms de pays, les noms de pays comme Balbec, les noms de personnes comme Guermantes, et de déception, la fin des illusions. C'est toujours un roman de la désillusion. Et en même temps, c'est le réceptacle d'un certain nombre de moments de grâce qui sont liés à la mémoire involontaire, à Combray, à Venise, à Balbec, la Madeleine, les aubépines, les pommiers, la mer, la cour de l'hôtel de Guermantes. Ce sont des moments extrêmement célèbres et que vous connaissez. Il y a donc une tension, je dis ça pour d'entrée vous indiquer le cadre dans lequel je vais analyser le spectacle que vous allez voir ou que vous avez déjà vu. Il y a donc une tension entre le temps comme temps perdu, mais au sens de temps gâché, de passage du temps qui s'écoule, et le temps retrouvé. Le temps retrouvé par le retour d'une impression ou d'une sensation oubliée, et donc cette sorte de mise en rapport qui s'établit entre un moment présent et un moment enfui, oublié, et qui revient à la mémoire. Et la prise de conscience de cette double partition coïncide avec la découverte de ce qui est la vocation de l'écrivain, de Marcel, héros du roman, le passage de la paresse, de cette sorte ici d'impuissance dans laquelle il se trouve, au travail exigeant de chercher, de créer, de transmuer en art l'impression qui est revenue. Donc le roman suit, si vous voulez, une voie biographique qui va de l'enfance à la vieillesse, en passant par l'amour, par la sexualité, par l'entrée dans le monde, par la mondanité, puis la disparition et l'absence. Et l'autre versant que je mentionnais, qui est le plus connu, c'est le fruit du hasard, de l'occasion, d'une rencontre imprévue, et qui obéit à une réalité intérieure. Alors que dans le cadre, si vous voulez, de l'évocation du monde dans lequel il évolue, cette description est faite d'observations satiriques, de notations qui démasquent ou qui mettent à nu. Donc on oscille entre l'expérience intérieure, qui relève de l'impression, et la satire mondaine qui s'attache aux conversations. J'oppose donc impression et conversation. Et dans un cas, nous sommes marqués par les figures de la mère et de la grand-mère, et dans l'autre cas, eh bien, on se partage entre une traversée du monde, des mondanités, et aussi l'isolement amoureux. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons affaire à des puissances trompeuses, que ce soit la vanité d'un côté ou de la jalousie de l'autre. La vanité qui nous emmène vers le divertissement, vers les frivolités, vers le snobisme, et la jalousie qui, elle, évidemment, se nourrit de l'angoisse. Donc, le spectacle total que vous allez voir, ou que vous avez déjà vu, qui marie au dialogue dramatique, la musique, les projections sur écran, la chorégraphie, les récitations poétiques, ce spectacle conçu par Krzysztof Warlikowski et Piotr Gruszynski, pour condenser, pour représenter ce qui est une tâche improbable en 4h30, 3000 pages de La Recherche du temps perdu, ce spectacle a fait un choix. Pour le dire vite, selon la partition que je viens d'évoquer, je dirais que ce choix consiste à traiter du temps perdu, au sens non pas du temps oublié que ressuscite la mémoire involontaire, mais du temps gâché, du temps égaré, du temps gaspillé, du temps qui passe, où se marque dans le vieillissement et dans la mort le passage qui fait le tissu d'une vie vers la mort. Si on se reporte en effet au dernier volume de La Recherche, au temps retrouvé, celui qui s'intitule Le temps retrouvé, précisément à la fameuse matinée chez la princesse de Guermantes, cette matinée, cette évocation va comporter deux temps forts. L'un
qui est sous-titré « L'adoration perpétuelle » et l'autre « Le bal de tête ». Le premier titre, « L'adoration perpétuelle », est emprunté à la liturgie où on expose, comme vous le savez, en permanence le Saint-Sacrement, soit le mystère de la présence réelle. Cette présence réelle qui était impliquée dès le début du roman, au temps de l'enfance, à Combray, dans cette comparaison avec l'hostie que représentait pour le narrateur enfant le baiser maternel du soir au drame du coucher et qui apportait enfin la paix à son âme. Dans le cas de l'hôtel de Guermantes, quelque chose, dans la cour de l'hôtel de Guermantes, à la fin, quelque chose se produit d'inattendu. Et comme une grâce ineffable, un mystère que le narrateur évoque en ces termes, et je vous fais entendre quand même au moins cette page de Proust, parce qu'elle est ici emblématique de tout ce que je ne vais pas dire par la suite. Je glissais rapidement sur tout cela, plus impérieusement sollicité que j'étais de chercher la cause de cette félicité, du caractère de certitude avec lequel elle s'imposait, recherche ajournée autrefois. Or, cette cause, je la devinais, en comparant entre elles ces diverses impressions bienheureuses et qui avaient entre elles ceci de commun, que j'éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné, le bruit de la cuillère sur l'assiette, l'inégalité des dalles, le goût de la madeleine, jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais. Au vrai, l'être qui alors goûtait en moi cette impression, la goûtait en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien et maintenant, dans ce qu'elle avait d'extratemporel, un être qui n'apparaissait que quand, par une de ses identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine, puisqu'à ce moment-là, l'être que j'avais été était un être extratemporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes de l'avenir. Il ne vivait que de l'essence des choses et ne pouvait la saisir dans le présent où l'imagination n'entrant pas en jeu, les sens étaient incapables de la lui fournir. L'avenir même vers lequel se tend l'action nous l'abandonne. Cet être-là n'était jamais venu à moi, ne s'était jamais manifesté qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Seul, il avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. Et peut-être, si tout à l'heure je trouvais que Bergotte avait dit faux en parlant des joies de la vie spirituelle, c'était parce que j'appelais vie spirituelle à ce moment-là des raisonnements logiques qui étaient sans rapport avec elle, avec ce qui existait en moi en ce moment, exactement comme j'avais pu trouver le monde et la vie ennuyeux parce que je les jugeais d'après des souvenirs sans vérité, alors que j'avais un tel appétit de vivre maintenant que venait de renaître en moi à 3 reprises un véritable moment du passé. Rien qu'un moment du passé, beaucoup plus peut-être. Quelque chose qui, commun à la fois au passé et au présent, est beaucoup plus essentiel que deux. Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce qu'au moment où je la percevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même titre de livre, etc., à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact du linge, etc., avait ajouté aux rêves de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus. L'idée d'existence, et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps à l'état pur. L'être qui était rené en moi
quand avec un tel frémissement de bonheur, j'avais entendu le bruit commun à la fois à la cuillère qui touche l'assiette et au marteau qui frappe sur les roues, à l'inégalité pour les pas des pavés de la cour de Guermantes et du baptistère de Saint-Marc, etc., cet être-là ne se nourrit que de l'essence des choses. En elle seulement il trouve sa subsistance, ses délices. Il languit dans l'observation du présent où les sens ne peuvent la lui apporter, dans la considération d'un passé que l'intelligence lui dessèche, dans l'attente d'un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé auxquels elle retire encore de leur réalité, en ne conservant d'eux que ce qui convient à la fin utilitaire, étroitement humaine qu'elle leur assigne. Mais qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendue ou respirée jadis, le soit de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits. Aussitôt, l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi, qui parfois depuis longtemps semblait mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture, c'est ça, la manne céleste, l'hostie, en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps, et celui-là, on comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'est pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir? C'est la page, peut-être la plus belle page de toute la recherche du temps perdu, et qui vous donne vraiment la quintessence de ce que cherche et de ce que veut faire Proust. C'est là, dans cette expérience unique, privilégiée, tout intérieure, que se fait sentir une exigence, celle de créer, l'exigence de l'art, et que celle-ci seule fait pièce à la mort qui gagnait déjà, au point que cet homme, jugé snob, frivole, paresseux, sans volonté, flagorneur, habitué des mondanités et des réceptions aristocratiques, cet homme va s'enfermer jour et nuit, à travailler sans relâche, à écrire ces 3000 pages qui vont demeurer comme le tournant de notre littérature et le monument du roman, et à y travailler jusqu'à en mourir finalement en 1922 à l'âge de 51 ans. Alors, à cette vision éblouissante, à cette énigme du bonheur que je viens d'évoquer à cet instant, celui de créer à partir même de ce que l'on porte au plus profond de soi et à son insu, le narrateur oppose quoi? Non pas l'adoration perpétuelle, il oppose le bal de tête, c'est-à-dire ce bal final qui a lieu à l'hôtel de Guermantes, qui se présente comme une macabre aux allures grotesques de carnaval, où se retrouvent octogénaires des années après la guerre de 14, les personnages qui ont hanté l'histoire du narrateur. Et maintenant, je comprenais ce que c'était la vieillesse. Cette idée de la mort s'installa définitivement en moi, comme fait un amour, expérience nouvelle, tragique, cruelle, de l'action destructrice du temps, avec ici la majuscule qui allégorise bien sûr le temps. Comme s'il assistait à une fête travestie, où chacun s'était fait une tête, généralement poudrée. C'est une, vous savez, la vision saisissante de Charlus en Roi Lear, et dans notre spectacle, c'est très bien de Charlus en Lagerfeld. C'est un grand moment d'ailleurs de ce spectacle. C'est la fête la plus réussie de toutes. Mais, je cite, où ces têtes qu'ils se sont faites depuis longtemps sans le vouloir, ne se laissant pas défaire par un débarbouillage, ne se laisse pas défaire par un débarbouillage une fois la fête finie. Ce qui vaut pour eux comme pour moi, remarque le narrateur. Révélation du temps qui avait passé pour eux comme pour moi. Le temps était l'artiste qui avait rendu tous ces modèles de telle façon qu'ils étaient reconnaissables, mais ils n'étaient pas ressemblants. Non parce qu'il les avait flattés, mais parce qu'il les avait vieillis. Je cite encore, tous ces gens avaient mis tant de temps à revêtir leur déguisement que celui-ci passait généralement inaperçu de ceux qui vivaient avec lui. Et le narrateur alors compare cette surprise qu'il éprouve en revenant dans cette société tant d'années après, il la compare à la fameuse Néquia d'Ulysse au chant 11 de l'Odyssée, cette évocation des morts lorsqu'Ulysse fait reparaître le spectre de sa mère
et s'élançant sur sa mère morte comme un spirit essayant en vain d'obtenir d'une apparition une réponse qui l'identifie. Notez au passage ce mot de spirit. Nos metteurs en scène et notre dramaturge, très fins connaisseurs du texte de Proust, ils le connaissent à fond, sont partis de cette comparaison qu'ils tirent. C'est de cette comparaison qu'ils tirent la scène de spiritisme qu'ils inventent pour ouvrir le spectacle des Français, avec le fantôme de Dreyfus. De même que, autre innovation, la conclusion avec la récitation par Rachel, l'actrice juive, qui d'une voix rauque, arrachée à ses entrailles, comme mise à nu et d'une façon bien plus troublante, je trouve, que la fameuse tirade de louve insinuante que j'ai entendue une fois aux États-Unis, à Yale, dans un enregistrement de la voix de Sarah Bernard. C'était Godon qui nous avait donné cet enregistrement, puisque je vois une personne que je reconnais ici, qui était à Yale à ce moment-là. Récitation de la déclaration de Phèdre à Hippolyte, qui est bien sûr évoquée à la fin du roman par Proust, mais qui n'est pas attribuée à Rachel. C'était le morceau de bravoure de la Berma vieillie, la Berma qui, elle, représente Sarah Bernard, et qui se trouve délaissée dans un coin de Paris, tandis que Rachel triomphe, bien sûr, chez la princesse de Parme. Donc attention, nos auteurs polonais sont très avertis du texte de Proust, puisqu'à la limite, il suffit d'un mot de spirit à un endroit donné pour qu'ils en tirent une scène qui ouvre leur spectacle. Dans leur adaptation, tout est savamment composé et disposé. Je me suis d'ailleurs assez donné de mal pour essayer de le comprendre. Ceci pour désamorcer la réaction du puriste proustien qui s'écrierait au sacrilège, ce que j'ai fait au début quand j'ai lu leur texte. Mais la conclusion, c'est pour ça que je vous lisais tout à l'heure 2 pages de Proust quand même, n'est-ce pas, pour vous faire entendre ici la beauté de cette langue. Mais la conclusion qu'en tire le narrateur est capitale pour sa vocation d'écrivain, puisque, vous savez, on rappelait bien, Gérard Genette résumait toute la recherche en une seule phrase, comme il résumait toute l'Odyssée en une seule phrase, Ulysse rentre à Ithaque, eh bien, la recherche, c'est Marcel devient écrivain. Bon. La cruelle, il faudrait 3000 pages pour arriver à ce résultat. La cruelle découverte, alors je cite, c'est là ce que dit Proust, la cruelle découverte de l'action destructrice du temps, majuscule, lui livrait du même coup la matière même de mon livre, laquelle ne pouvait pas s'en tenir aux seules impressions pleines qui seraient revenues à l'improviste, à la mémoire, comme des réalités extratemporelles, pour être recréées, comme il dit, en équivalent d'intelligence, ce à quoi renvoyait l'illumination que j'ai lue tout à l'heure dans la cour de l'hôtel de Guermantes. Encore faut-il que ces moments de grâce qui renvoient à des impressions qui sont en dehors du temps soient, dit-il, c'est capital, comme sertis, c'est l'image qu'il emploie, comme sertis dans le temps qui passe, dans le temps qui s'écoule, qui détruit, le temps dans lequel baignent et changent les hommes, les sociétés, les nations. Et ici encore, il faut faire attention. Le roman proustien, apparemment si centré sur la subjectivité singulière de qui voit le monde à travers le prisme de son moi, a une envergure beaucoup plus vaste. Rappelez-vous le moment où Norpois, le vieux diplomate amant de Madame de Villeparisis, qui est la tante des Guermantes et l'amie de la grand-mère du narrateur, ce dialogue entre M. de Norpois et le prince allemand de Pfaffenheim, Münsterbourg, Weinigen, prince von. Les nations sont aussi, malgré leur grandeur, des êtres d'égoïsme et de ruse qu'on ne dompte que par la force, par la considération de leur intérêt qui peut les pousser jusqu'au meurtre. Donc les nations assimilées comme à des personnes, ce qui permet de faire le lien entre ce qui se joue dans le genre des personnages et l'évocation ici politique des nations. Donc l'écrivain comprend qu'il doit ménager à ces vérités-là une place importante. Comment donc se comprend la recherche ? Comme une tentative, bien sûr, de redescendre en soi-même dans ce qu'il appelle admirablement dans la grande nuit impénétrée de son âme, en retrouvant le temps perdu, le temps intérieur,
tout en prenant la mesure romanesque, narrative au fil des pages, du temps écoulé, ce temps extérieur, c'est l'expression qu'il emploie, temps extérieur opposé au temps intérieur. Ce temps extérieur, celui qu'on perd justement dans la frivolité des conversations du grand monde, tout comme dans les illusions de l'amour, parce que l'amour trompe sur son objet même, et ainsi que dans les angoisses de la jalousie, ce fond d'angoisse qui est au principe même de l'amour et que la jalousie révèle, donc dans un déni vis-à-vis de soi-même. Bref, écrire, c'est aussi se confronter à cet autre artiste, ce rival qu'est le temps, qui a si lentement modelé les personnages de la recherche en figures spectrales. Dans le livre qui raconterait une vie, la sienne, le narrateur, et c'est en quoi il accède à sa vocation d'écrivain, décide donc d'incorporer ce qu'il appelle cette grande dimension du temps suivant laquelle la vie se réalise, mais dimension du temps qu'abolit précisément le hasard de ces résurrections de la mémoire involontaire, ces fragments d'existence qu'il soustrait ainsi au temps, en les approfondissant, en les recréant, en leur donnant valeur d'éternité. Relisons d'ailleurs dans ce sens Un amour de Swann, à propos de, c'est un passage à propos d'un amour de Swann que vous avez vu en bas, que nous avions édité les placards, les premières épreuves corrigées de la recherche, les placards qui se trouvent donc acquis à la Fondation Martin Bodmer, et la partie Combray. Mais il y avait encore Un amour de soi, il y a 52 placards. Donc en bas, vous avez vu peut-être l'édition depuis épuisée de Combray, et sachez qu'en octobre de cette année, Un amour de Swann paraîtra. Donc, à propos de cette richesse d'émotions intimes qu'emporte la petite phrase fameuse de la sonate de Vinteuil, voilà, le faible écart entre les 5 notes, il dit ceci: peut-être est-ce le néant qui est le vrai, et tout notre rêve est-il inexistant. Mais alors, nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance, et la mort avec elle a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. Ces captives divines, c'est ce qui nous ouvre à un monde qui est celui des réalités invisibles, le monde des idées, un monde platonicien. Oui, Proust est un grand platonicien. Et c'est le service que nous rendent quelques grands artistes, dit-il, d'éveiller en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme. Alors, pour reprendre l'analyse du spectacle qui, au fond, motive ma présence ici, proposée par des comédiens absolument extraordinaires du Novi Theater, je dirais que le fil conducteur choisi est donné par la société mondaine, celle des conversations, le côté Guermantes, pas le côté Combray, c'est-à-dire ce qui correspond à l'entrée dans le monde du héros, selon le principe des romans de formation au XIXe. Il y a toujours Balzac à l'arrière-plan aussi, avec les deux œuvres majeures pour la recherche, Les illusions perdues d'une part, et Splendeur et misère des courtisanes de l'autre. Proust distingue très clairement, dans la deuxième partie de Guermantes, ce qu'on appelle Guermantes II, après le dîner chez les Guermantes, au moment où le héros va rendre visite au baron de Charlus, il distingue deux sortes de forces qui nous soulèvent, ou deux sortes d'exaltation. Je cite: « Une exaltation n'aboutissant qu'à la mélancolie parce qu'elle était artificielle, ce fut aussi, quoique tout autrement que Madame de Guermantes, ce que je ressentis une fois sortie enfin de chez elle,
dans la voiture qui allait me conduire à l'hôtel de M. de Charlus. Nous pouvons, à notre choix, nous livrer à l'une ou l'autre des deux forces. L'une s'élève de nous-mêmes, émane de nos impressions profondes. L'autre nous vient du dehors. La première porte naturellement avec elle une joie, celle que dégage la vie des créateurs. L'autre courant, celui qui essaye d'introduire en nous le mouvement dont sont agitées des personnes extérieures, n'est pas accompagné de plaisir. Mais nous pouvons lui en ajouter un, par choc en retour, en une ivresse si factice qu'elle tourne vite à l'ennui, à la tristesse, d'où le visage morne de tant de mondains, et chez eux tant d'états nerveux qui peuvent aller jusqu'au suicide. Proust distingue donc des impressions personnelles que j'évoquais tout à l'heure, comme le couchant sur les clochers de Martinville, comme une allée d'arbres aperçue un jour à Balbec depuis la calèche de Madame de Villeparisis, qui éveille en lui une réminiscence, mais, comme il dit, qui est resté parfois trop longtemps en souffrance, qu'il n'avait pas eu le courage de mener jusqu'au bout, comme il arrivera à le faire à la fin de la recherche. Il distingue donc de ces impressions personnelles ce qu'il désigne comme ces conversations, certes fort spirituelles, qu'il capte au dîner de Madame de Guermantes, d'Oriane. Et quand il les évoque, quand il les fait revivre dans son roman, il s'inscrit dans une tradition dont il avait d'ailleurs fait état dans ses premiers écrits et dans ses débuts littéraires, celle de la satire, caractéristique, disait-il, de l'esprit français, la satire morale, sociale, politique, charriant des observations morales et des traits d'esprit. Mais ces histoires que le héros a entendues chez la duchesse dans les conversations lui restent étrangères, foncièrement, ô combien différentes de ce qu'il avait pu ressentir devant les aubépines ou en goûtant à une madeleine. C'est cette déception inhérente aux mondanités qu'il doit traverser pour se recentrer sur soi et pour comprendre vraiment ce qu'il cherche, soit sur l'essentiel. Mais attention encore, Proust lui-même nous a prévenus dans la première partie de Guermantes à propos de l'ouvrage que Madame de Villeparisis voulait écrire en composant ses mémoires à elle. Je cite, « Un ouvrage, même s'il s'applique seulement à des sujets qui ne sont pas intellectuels, est encore une œuvre de l'intelligence. Et pour donner dans un livre ou dans une causerie qui en diffère peu l'impression achevée de la frivolité, il faut une dose de sérieux, dont une personne purement frivole serait incapable. » C'est ça qu'on trouve justement dans le côté de Guermantes et dans Sodome et Gomorrhe. En clair, toutes ces considérations qui sont étrangères à son moi profond, ou plutôt ses moi, il faut mettre le moi toujours au pluriel chez Proust, il se succède au fil du temps et des époques d'une vie, mais dont son roman, ces considérations dont son roman ne cesse de se remplir au fur et à mesure que le jeune Marcel avance dans le temps et dans le monde, de l'enfance à l'adolescence, amoureuse, à l'âge adulte, à l'âge après des ambitions sociales, jusqu'à la maladie, jusqu'à l'éclipse même dans le récit pour cause de santé et de maison de repos, et enfin le retour dans la vieillesse. Eh bien, toutes ces considérations frivoles ne sont pas l'effet d'un esprit frivole. Il y a là un sérieux, il y a là une gravité à ne pas méconnaître. Proust emploie ici une image. Comme il employait une image pour ses rêves d'enfance lorsqu'il évoquait Golo et Geneviève de Brabant, donc Péléas et Mélisande aussi bien, et la projection sur ces murs de ces images par l'effet de la lanterne magique, eh bien, il recourt de nouveau à un instrument d'optique, c'est le stéréoscope. Eh oui. Le stéréoscope, Proust est un esprit scientifique, très au fait de son époque. Les éloges de l'électricité et du téléphone chez Proust, il faut les lire, bien sûr. Le stéréoscope, qui donne son titre à ma communication, le stéréoscope, c'est l'instrument d'optique qui donne le sentiment du relief au moyen de deux images planes superposées par la vision binoculaire, c'est-à-dire que deux images correspondant à la fois à ce que voit l'œil droit et ce que voit l'œil gauche, et c'est cette sorte de mixage qui permet de produire une seule image à trois dimensions. Et alors Proust vous dit ceci, « Toutes ces conversations, je venais de les glisser, c'est dans
deuxième partie de Guermantes. Je venais de les glisser dans le stéréoscope intérieur à travers lequel, dès que nous ne sommes plus nous-mêmes, nous ne sommes plus nous-mêmes, c'est ça que j'évoquais dans la grande citation par quoi j'ai commencé ma communication, dès que nous ne sommes plus nous-mêmes, dès que nous sommes doués d'une âme mondaine, donc c'est le contraire de la grande nuit impénétrée de mon âme, dès que nous sommes doués d'une âme mondaine, nous ne voulons plus recevoir notre vie que des autres, nous donnons du relief à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils ont fait. Autrement dit, détournés de soi, décentrés de soi, ils donnent du relief à ce qui se joue sur la scène sociale. Et ce relief, signe de son intelligence, a pour effet chez lui de faire ressortir ce qui était caché. Ça ne lui échappe pas. C'est du vitriol, Proust, en permanence. Ça n'échappe pas à son observation. C'est comme celle d'un botaniste. Je cite, c'est que, à propos d'un accès de mauvaise humeur de Bloch qui le surprend, c'est que ce que nous éprouvons, comme nous sommes décidés à toujours le cacher, nous n'avons jamais pensé à la façon dont nous l'exprimerions. Et tout d'un coup, c'est en nous une bête immonde et inconnue qui se fait entendre et dont l'accent parfois peut aller jusqu'à faire aussi peur à qui reçoit cette confidence involontaire, elliptique, presque irrésistible de votre défaut ou de votre vice, que ferait l'aveu soudain, indirectement et bizarrement proféré par un criminel, ne pouvant s'empêcher de confesser un meurtre dont vous ne le saviez pas coupable. Remarquez à quel point les phrases de Proust sont un régal. Il faut les lire à haute voix. On dit qu'elles sont longues, sottises. La phrase, le souffle, les porte à chaque fois. Rien n'est plus beau, n'est plus intelligible que les longues phrases de Proust. Retournons donc ceci. Quand dans la frivolité à l'improviste perce la bête immonde. Eh bien, je crois que c'est là. C'est là ce qui fait la force de la lecture que les Français donnent de la recherche de Proust. La force de ce que la mise en scène révèle, de ce qu'elle fait ressortir d'un récit qui s'étire par ailleurs comme les méandres et selon le rythme d'une langue enchanteresse, la belle langue française. En un sens, ce spectacle casse la magie proustienne de la langue, mais pour en ressaisir par d'autres effets scéniques sur un autre registre, le registre de la terreur, de la violence, de l'effroi et du vide. Et ceci me rappelle cette fameuse interview que j'entendis jadis sur la télévision en noir et blanc de Pierre Klossowski. Je ne sais plus quand ça a eu lieu, je ne sais plus, j'étais jeune alors. Il apparaissait à la télé, le visage comme refermé sur lui-même, proférant d'une voix profonde quelque chose qui était comme saisi par une vision des temps à venir où nous ne pouvions le rejoindre, et il désignait l'œuvre de Proust comme cette lassa souterraine destinée à ébranler les fondements assurés de notre civilisation. Une lassa souterraine, tout comme dans la Traumdeutung de Freud, contemporain de Proust, tous deux inventeurs de l'inconscient. Freud mettait en exergue ces vers de l'Énéide empruntés à la fureur de Junon, flectere sine queo superos acheronta moebo, si je ne peux fléchir les dieux d'en haut, je remuerai les enfers. Warlikowski et Grudzinski ont remué les enfers. Ils ont ce mérite de se situer à ce degré de profondeur, à ce niveau de la lassa souterraine de Klossowski ou de l'Achéron de Freud dans la science des rêves. Comment y sont-ils parvenus? En procédant pour les Français d'une façon que je dirais de façon mutatis mutandis et de façon un peu immodeste, comparable à la transcription que j'ai faite d'un Amour de Swann, qui m'a fait l'objet de cette étude qui paraîtra donc en octobre chez Gallimard, c'est-à-dire en privilégiant un moment ou une période de l'œuvre où se condenseraient, mais d'où aussi bien repartiraient les diverses branches de l'œuvre elle-même. Pour moi, c'était un Amour de Swann, c'est-à-dire l'amour de Swann pour Odette, anticipant celui de Marcel pour Albertine, ce roman d'Albertine qui court depuis À l'ombre des jeunes filles en fleurs à Balbec jusqu'à Albertine disparue et jusqu'à Venise. C'est ce qui donnait le fil conducteur qui permettait aussi bien de dévider tous les autres fils, ce que je faisais sur le nom même de Swann, le cygne. Dans les Français, c'est un autre choix, tout aussi pertinent,
non pas un amour de Swann, mais le choix des Guermantes, et particulièrement d'Oriane, en qui fusionnent de grandes figures féminines et mondaines de la fin du XIXe siècle, l'élégance de la comtesse Greffule, née Caramanchimé, la comtesse de Chévigné, née Laure de Sade, l'esprit Meillac et Halévy de Madame Strauss, née Geneviève Halévy, etc. Enfin, c'est tout ce monde qui est là derrière dans ce personnage d'Oriane de Guermantes, admirablement d'ailleurs incarné par l'actrice que vous avez vue sur scène. Et dans ce choix de Warlikowski-Wolinski, 3 thèmes vont prévaloir. Avec l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'antisémitisme, ça a plus de 2000 ans d'existence, non-stop, comme vous le savez. Ça a commencé même très précisément dans les pogroms d'Alexandrie au début de notre ère, même à la fin avant l'arrivée même du Christ. Deuxième thème, Charlus, l'homosexualité, en sa double face, Sodome, Gomorrhe. Et puis, avec le temps qui vieillit, qui fait vieillir, avec la folie des hommes et de la guerre, la destruction et la mort. N'oublions pas le devenir de ces personnages, jusqu'à la décomposition de ce que représentait le monde bientôt disparu des Guermantes, ce nom de Guermantes aux syllabes dorées amarantes qui faisait rêver Marcel, tout jeune encore, au point qu'il voulait accéder à ce monde, qu'il en venait à s'éprendre d'Oriane de Guermantes, etc. Ce nom, donc, qui semblait incarner la plus pure filiation de l'histoire de France, de haute antiquité royale, mérovingienne et capétienne, eh bien, Gilberte. Gilberte, c'est la fille d'une cocotte, Odette, et d'un juif, Charles Swann. Gilberte, elle-même compromise du côté de Gomorrhe, comme son mari Robert de Saint-Loup l'est compromis du côté de Sodome, après avoir été l'amant d'une actrice et prostituée juive, Rachel Camp-du-Seigneur, ainsi qu'on l'a surnommée. Eh bien, Gilberte devient, par l'effet de son mariage avec Robert de Saint-Loup, la future duchesse de Guermantes. Le nom de sang royal s'est laissé contaminer par le juif et l'homosexuel. On ne pouvait imaginer subversion plus radicale des assises mêmes de la France, tandis qu'une bourgeoise richissime au nom ridicule de Verdurin devient la princesse de Guermantes à la fin, en épousant le prince qui était le cousin du duc, qui était le mari d'Oriane. Ouais, c'est quand même ça l'histoire, hein, dans 3000 pages. Il y a en effet, c'est un scandale absolu. Il fallait brûler un tel livre. C'est pire que Dreyfus. Il y a en effet dans l'œuvre proustienne 2 temps forts où le roman est comme saisi d'une part par les secousses de l'histoire, et ça c'est l'affaire Dreyfus, puis la guerre de 14, ce nationalisme de la Ligue pour la patrie, de l'antisémitisme virulent à quoi s'est opposée la création à la même époque des droits de l'homme. C'est quand même ça qui se joue dans la fin du 19e. Et puis d'autre part, par les étrangetés végétales de la nature, par un effet de biologisme pervers, ce texte fabuleux, le plus fabuleux texte sur l'homosexualité qui ait jamais été écrit, Sodome 1, la première partie de Sodome. Ce sont les 2 leviers qui font exploser les apparences aux belles manières de la mondanité, comme si la nature, avec majuscule, et l'histoire, avec majuscule, s'étaient liguées pour bouleverser les certitudes bien pensantes d'une société qui est la nôtre. D'où, vous comprenez maintenant ces projections abondantes, même interminables, au cours du spectacle qui nous est donné des Français, ces projections simultanées sur fond d'écran de fécondation des fleurs, fécondation qui sont annoncées justement dans la deuxième partie de Guermantes, avec la fécondation de l'orchidée. Le passage est habilement ici déplacé et cousu au texte de Proust emprunté à Sodome. C'est un travail, disons, c'est un rapiessage étonnant ce que le texte des Français vous propose. Donc d'un côté, ces projections de fécondation de fleurs, et de l'autre, ces embrassements homosexuels, images obsédantes d'un des plus dérangeants, des plus novateurs textes jamais écrits sur l'homosexualité que j'évoquais, à savoir la première partie de Sodome. Ce texte où s'établit une équivalence troublante entre ces 2 figures de l'exclusion sociale, ces 2 races, comme le nomme Proust,
les juifs d'un côté et les invertis ou les saturniens de l'autre, selon l'équation homosexuel égale juif égale race maudite. Bien noter en effet qu'en même temps que Proust naturalise, donc innocente, l'inversion sexuelle, grâce à la métaphore botanique, il applique les lois de la botanique justement à ce qu'il dit, ce qui est mal nommé l'homosexualité, et aussi en référence au mythe platonicien, de ce mythe que là dans le banquet, il n'y avait au début que des êtres doubles, mais ils étaient doubles homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Lorsqu'ils ont été divisés, il n'y a que ceux qui étaient hommes-femmes qui ont fait, au fond, l'hétérosexualité. Mais tous les autres, bien plus importants, c'était évidemment Sodome et Gomorrhe. C'est lui encore qui recourt au principe virgilien du droit à la volupté, c'est-à-dire à la jouissance. Tout être suit son plaisir, ce qui traduit la fameuse bucolique 2 de Virgile, Corridon, traïd sua quemque voluptas, chacun va là où son plaisir l'entraîne. Ça, c'est un côté, c'est la naturalisation de l'inversion sexuelle. Et puis de l'autre, la référence à Sodome, la cité biblique maudite, l'équation de l'homosexualité aux Juifs comme race maudite, ça joue dans le sens d'une culpabilité, d'une condamnation, d'une exclusion et d'une malédiction. Rappelez-vous, le procès d'Oscar Wilde et aussi celui d'Eulenburg ont lieu à peu près à la même époque que le procès de Dreyfus. Page terrible d'une inquiétante étrangeté dans Sodome 1, où l'on voit s'entrechoquer Méduse, Orchidée et Andromède. Je ne sais plus quel critique italien parlait du complexe d'Andromède chez Proust. Page terrible qui cristallise la solitude, la malédiction, l'exclusion, au sein d'une innocence florale, naturelle, que le spectacle ici donné a mise en évidence. Anti-dreyfusisme et aversion homosexuelle ont partie liée, et il est évident que la recherche ébranle ce faisant les soubassements mentaux de la société occidentale, tandis que se déclenche le cataclysme de cette guerre démente qui s'apparente pour Paris corrompu, disait Charlus, à l'ensevelissement de Pompéi sous les cendres du Vésuve, d'où le cri imprécateur que nos auteurs polonais empruntent au poème de Fernando Pessoa, son ultimatum qui est mis dans la bouche de Robert. Fernando Pessoa, contemporain un peu plus jeune de Proust lui-même. L'horizon européen s'était irrémédiablement noirci et les imprécations contre les nations sont là pour le dire. Et la recherche se termine ainsi à la fois dans la solitude du vieillissement et de la mort, le bal de tête, et une illumination sur ce qui seul fait pièce à la mort, la création, l'œuvre, le passage que je vous lisais au début de l'adoration perpétuelle. Warlikowski et Grudzinski vont organiser leurs 9 séquences distribuées sur 3 parties, en mixant plusieurs passages de la recherche et en recomposant l'ordre, mais de façon révélatrice. Je passe sur la scène du spiritisme qui évoque le fantôme de Dreyfus au départ pour donner un premier fil. La séquence numéro 2, intitulée « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », c'est en fait Sodome 1, le fameux texte de Sodome 1, que vous allez entendre, à quoi j'ai fait allusion à l'instant, et que je considère comme les pages de Proust, disons, de force égale à ce qu'a été, à ce qu'on reprend toujours sur les illuminations de la Madeleine ou des Aubépines. Cette séquence 2 s'enchaîne avec ce qui faisait anticipation, c'est la séquence 3, en matière de botanique et de fécondation des fleurs, dans Guermantes 2. C'était au cours du dîner chez les Guermantes. Donc, il rattache ce passage, si vous voulez, il l'intègre à Sodome 1. Puis, il revient à l'affaire Dreyfus, qui était évoquée dans Guermantes 1, dans le salon de Madame de Villeparisis. Vous me suivez? Après quoi, il nous prétend nous présenter la séquence 4, La prisonnière, alors qu'il donne ce titre justement à un amour de Swann et à la jalousie de Swann et d'Odette. Suit la séquence 5, Jalousie de Robert envers Rachel la Juive, puis Marcel et Albertine, jalousie de Marcel à l'égard d'Albertine, et de nouveau Swann et Odette. Tandis qu'en regard, on vous présente Charlus et Morel et la fameuse soirée Verdurin que l'on trouvait dans Sodome et Gomorrhe, dans le grand développement de Sodome et Gomorrhe.
avant que l'on en revienne à Albertine disparue, à travers un dernier dialogue entre Marcel et Gilberte qui forme la séquence 6. Le tout se brouille avec la séquence 7, intitulée Les souliers rouges de la duchesse, passage emprunté justement à Guermantes II, c'est-à-dire à l'invitation chez la princesse de Guermantes, et non pas chez la duchesse, qui fait l'objet de donc Sodome et Gomorrhe. L'invitation chez la princesse de Guermantes fera l'objet dans Sodome et Gomorrhe, deuxième partie, où elle est racontée et où elle est consacrée à l'affaire Dreyfus. Autrement dit, Guermantes II, c'est-à-dire ce qui fait le lien entre la botanique, le thème homosexuel, et Dreyfus, le thème antisémite, faisant le lien entre Sodome I pour la botanique, Sodome II pour Dreyfus et Guermantes I pour Dreyfus et la botanique, Guermantes II encadre la double série amoureuse, entre guillemets, jalouse, avec côté Sodome, Charlus et Morel, ou bien Robert et Morel, côté Gomorrhe, Marcel avec Albertine et avec Gilberte, tout comme Swann avec Odette. C'est-à-dire, dans tous les cas, lorsqu'il y a rapport hétérosexuel, la jalousie porte sur la relation saphique que l'on suppose être désirée par la femme aimée. Et c'est une très grande cohérence. C'est pour ça qu'on est Sodome, Gomorrhe, tout au long de la recherche. Autrement dit, la question amoureuse entre l'homme et la femme est elle-même comprise à travers la jalousie conçue comme incluse dans Gomorrhe, tandis que Sodome englobe les amours de Charlus, Morel et Robert. D'où ces interminables projections sur écran que j'évoquais, des embrassements homosexuels et des sexualités des fleurs et des plantes, avec une merveilleuse innocence qui apparaît aussi. Ainsi, l'unité des scènes se fait sous le double signe des homosexuels et des juifs, équation de l'exclusion posée dans Sodome 1. Après quoi, il reste la dernière partie, la troisième partie du spectacle, centrée sur le désastre, sur la folie des nations, d'où le poème qui est ici ajouté au texte de Fernando Pessoa, dit par Saint-Loup, qui va mourir à la guerre d'ailleurs, la mort, avec l'admirable poème Todesfuge de Paul Celan, et puis le bal de tête, avec notre Lagerfeld de Charlus, le vieillissement et cette danse macabre. Rien donc dans cette pièce de 4h30 qui garderait trace des émerveillements de la mémoire involontaire dont je vous faisais lecture de 2 pages pour commencer cette communication et de l'exaltation intérieure du temps retrouvé. Et pourtant, dans la mesure où le stéréoscope est intérieur, où ce drame de l'histoire et de la sexualité humaine, soit la non-rencontre absolue entre l'homme et la femme, ce drame retentit dans la subjectivité de celui qui en reçoit les impressions du dehors. Le spectacle, par la musique, par l'image, par la danse et la contorsion des corps, baigne tout entier avec une inquiétante étrangeté où l'intime, comme vous le savez, nous revient que du dehors comme l'étranger. Ce spectacle baigne tout entier dans une sensualité envoûtante, lancinante, oppressante. Et en ce sens, les auteurs réalisent ce qui est certainement l'un des buts de l'art, d'être dérangeant, de produire de façon baudelairienne, car Baudelaire était celui qu'aimait entre tous Proust avec Racine et Balzac, cette façon de produire des fleurs vénéneuses, quelque chose comme de nouvelles fleurs du mal, comme de faire advenir une innocence dans la perversion et une volupté secrète sur un fond de douleur et d'angoisse. Voilà.